Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Comme d'habitude, je parle des livres en cours de lecture ou lus durant la semaine et je montre une pile à chaque fois plus haute, ou du moins cette semaine elle est assez haute, même si la plupart des livres dont je vais parler, je ne les ai pas terminés, sauf les bandes dessinées. Et je vais peut-être commencer, une fois n'est pas coutume, par parler de ces bandes dessinées, et puis j'irai explorer mes autres lectures par la suite. Le premier livre dont je vais vous parler s'intitule La Tomate. La Tomate de Anne-Laure Reboul et Régis Pennet, chez Glénat. Voilà donc une tomate très stylisée et un personnage féminin qui va être accusé à cause d'une tomate. Mais de quoi s'agit-il ? On se trouve dans un espèce de monde où ce genre de choses n'existe pas. Voici une belle tomate, enfin un beau plant de tomate, mais on se retrouve face à une sorte de juré, de gens à l'air très sévère, et qui disent quoi ? Les dossiers de l'affaire, l'État contre Brzezinski ont été vus et sont conformes. Autorisez-vous l'ouverture de la séance. Les dossiers sont conformes, la séance est ouverte. Comparaît ce jour Anne Brzezinski, membre du 2e cercle, service d'épuration d'objets. Pour la défense, Maître Adams, Maître Giry. Pour l'accusation, Maître Sceau, Maître Caruana. Le tribunal est présidé par les juges Carlsen et Aronian. Donc, un jugement, mais de quoi est-elle accusée ? Cette femme du 2e cercle, il y a plusieurs cercles, il y en a 3. Les juges, de quel cercle sont-ils ? Peut-être du 1er, peut-être aussi du 2e. Et puis, elle est du service d'épuration d'objets. On se trouve dans un monde où la nature a disparu. Voilà à quoi ressemble ce monde gris, ce monde où l'on vit dans des lieux sans la moindre nature. Il reste un petit bout de la tour Eiffel, visiblement, et puis des immeubles, mais rien de naturel. Et les objets sont confisqués les uns après les autres, et c'est le travail de notre personnage principal qui se retrouve à piquer les objets que l'on trouve chez les gens du 3e cercle. Alors il y a des livres, il y a des objets en tout genre qu'il faut évacuer. Et il y a des graines pour faire pousser des tomates. Elle devrait s'en débarrasser, mais elle ne le fait pas. Et c'est ceci qui va provoquer sa chute. Et des problèmes avec ses amis, son compagnon, etc. Et ces belles tomates sont annonciatrices de malheur avec leur couleur rouge. Alors évidemment, on est dans un renversement des valeurs par rapport au monde dans lequel on vit, où la nature est quand même bien vue. Planter des tomates pour les consommer soi-même, c'est bien. Et là, tout d'un coup, on est dans une sorte de dystopie, mais qui finalement nous fait penser à notre monde, à ce monde dans lequel il est extrêmement compliqué de rester dans la nature, dans le monde urbain d'aujourd'hui. Donc on pousse le bouchon plus loin, dans une sorte d'humanité qui aurait renoncé à la nature, qui aurait renoncé à tout confort peut-être et à tout lien avec la terre. Et donc c'est assez effrayant que de lire cette histoire de tomates. Alors parmi les autres livres dont je vais parler cette semaine, en matière de bande dessinée, j'ai lu 2 bandes dessinées. En plus de La Tomate, 2 bandes dessinées de la série Les Aventures de Tex de Roujou, ou Ruju, je ne sais pas du tout comment ça se dit, et Guerra, ou Milano,
pour l'autre, l'homme au colt d'or, et puis coup de fouet en retour. Alors des histoires beaucoup plus classiques dans le genre western, avec des Rangers qui vont lutter contre de méchants Mexicains qui partent en quête de vengeance, de torture. C'est assez violent, on se tire dessus sans cesse. Il y a beaucoup de mouvements de bang 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 dans ces histoires qui sont toujours des histoires, enfin les deux que j'ai lues, j'en ai un troisième que je vais lire bientôt, et puis peut-être qu'il y en a d'autres, je crois, mais toujours des histoires de vengeance, toujours des gens qui, ça se passe au Texas, mais à la frontière du Mexique, des gens qui veulent trouver le moyen de se venger du mal qui leur a été fait, mais qui font encore plus de mal. Et puis on a des justiciers qui viennent remettre de l'ordre, évidemment les gentils américains, les méchants mexicains. C'est un peu stéréotypé, peut-être un peu trop à mon goût, mais bon, ça se lit facilement, et donc bon, voilà, du western assez classique que ces aventures de Tex, coup de fouet en retour, l'homme au colt d'or, on pense à James Bond, l'homme au pistolet d'argent, non, au pistolet d'or, The Man with the Golden Gun. C'est un peu ça, mais si le contexte est un peu différent. Voilà, donc pour une deuxième série de bandes dessinées, venons-en aux livres un peu plus ou un peu moins illustrés, disons. Je poursuis et j'ai presque terminé le livre de Pacôme Thielman, L'enquête infinie. Un livre qui nous emmène notamment dans la bande dessinée, mais dans plein de domaines. Il s'agit d'une autre histoire du XXe siècle, d'une histoire qui passe beaucoup par les arts qu'on pourrait appeler populaires, ou les séries, les films, les bandes dessinées justement, et même les shows télévisés parfois, et qui amènent à partir de ces exemples qui ne sont pas ceux qui nous viennent à l'esprit quand on veut parler du XXe siècle et de la culture du XXe siècle, la littérature, et des exemples littéraires aussi, mais ce ne sont pas les plus mis en avant habituellement, avec des questions, qu'est-ce que vivre, qui se posent, des tentatives de réponse, mais tout ceci se fait dans une enquête infinie, et donc on est sans cesse en train de dériver, de se dédoubler. L'idée du double est très importante, l'idée aussi des sans-dieux qui essayent de non pas prendre le pouvoir, mais de le subvertir. Voilà, parmi les très riches réflexions de Pacôme Thielman, quelques éléments. Alors on s'y perd un peu, mais on a du plaisir à s'y perdre, d'autant plus qu'une bonne partie des références qu'il donne, je dois avouer que je ne les connais pas. Je ne suis pas assez cinéphile ou BD-phile ou sériephile, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il me manque des choses. Mais on voit un peu l'envers, ou le double du monde dans lequel nous vivons, les questions de pouvoir, et des réflexions aussi sur un peu l'air du temps, par exemple, sur le transhumanisme, qui aujourd'hui est à la mode, et derrière ce terme transhumanisme, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors voilà ce qu'il écrit, par exemple. Je prends un passage presque au hasard dans un chapitre qui s'appelle « La guerre a commencé sans nous », qui évoque notamment la guerre du Golfe, qui a eu lieu en 1990. Il dit beaucoup de mal de François Mitterrand et de tous les présidents français, sauf Jacques Chirac, étrangement, qui n'est pas dans sa liste des pires présidents, qui commence avec Pompidou, Giscard, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Macron.
Mais bon, revenons au transhumanisme. Ces gens-là, ils leur taillent une bavette. Non, ils leur taillent, ça se dit pas comme ça. Bref, ils leur taillent un costard, plutôt. Voilà le bon terme. Avec la cravate de travers, comme l'un d'entre eux. Bref, tout ça est très agréable à lire. Il y a beaucoup d'humour aussi. Même si la réflexion est toujours très, très vive. Le transhumanisme, c'est d'abord donné comme un mouvement culturel international prônant l'usage des biotechnologies pour l'amélioration de la vie humaine. Lutter contre le handicap, la souffrance, le vieillissement et, in fine, la mort. Le premier usage du mot remonte à 1957 dans un texte du biologiste Julian Huxley, co-signataire du Manifeste des généticiens de 1939, prônant un eugénisme de gauche. Petite parenthèse, concept intéressant. Le frère d'Aldous Huxley parle de la nécessité de combiner amélioration des conditions sociales et amélioration de la qualité des personnes par une politique concertée d'élimination des variantes indésirables du patrimoine génétique humain. Avec les travaux de Minsky, Moravec, Kurzweil, l'excuse d'une amélioration des conditions sociales disparaît pour une focalisation sur la relation entre intelligence humaine et artificielle. Tiens. On est peut-être justement en plein dedans, hein. L'IA intervient ici. Et le statut de ce mouvement de pensée, surtout développé depuis les années 1980, a changé à partir du moment où Google est devenu l'un de ses principaux sponsors par le soutien financier des entreprises portant sur les nanotechnologies, biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, ainsi que par l'engagement en décembre 2012 de Ray Kurzweil au sein de son équipe dirigeante. Donc on nous parle ensuite de l'homme augmenté et on a écrit, pas ponctuellement, depuis 20 ans des choses extrêmement variées et contradictoires sur le transhumanisme, se déployant depuis des optiques politiques social-démocrates jusqu'à des visées clairement élitistes et proto-fascistes. Certains ont même eu le culot ultime de présenter le transhumanisme comme l'accomplissement du rêve des 100 rois, voilà. Une des références qui est tout le temps présente dans ce livre-là, d'un salut par la connaissance et de celui des hermétistes, d'une acquisition de la pierre philosophale, bac EP, sur cette question par la critique des transhumanismes venant de l'Église catholique elle-même. On ne pourrait imaginer contresens plus criminel. Ce que ni hermétistes ni sans roi ne crurent, c'est bien que l'accomplissement technique permettrait d'accéder à l'illumination et surtout qu'il fallait espérer une perpétuation de notre présence dans ce monde. Voilà un peu la tonalité de ces réflexions. Il y en a plein d'autres qui sont présentes dans ce livre-là. Alors, ça touche vraiment à plein de domaines, c'est très difficile à résumer. Il me reste un chapitre à lire, j'en reparlerai donc la semaine prochaine, qui s'appelle « Exégèse de l'exégèse ». Et donc peut-être s'agit-il d'une sorte de résumé, alors d'une exégèse, de ce qu'il essaye de faire, l'exégèse de certaines œuvres, de certains mouvements, de certaines pensées, etc. Voilà, donc l'enquête infinie, on affronte les mystères pour en créer encore plus de mystères. Alors, si je poursuis dans mes lectures de la semaine, alors des lectures un peu mystérieuses en effet, je vais parler un peu de Günter Grass, le tambour, ce personnage que vous voyez ici sur la couverture, de petit homme qui est resté à l'âge de 3 ans avec son tambour et qui traverse l'Allemagne des années sombres, l'Allemagne de la période nazie. Je suis presque à la fin de la première partie, au seuil de la guerre, on est en 1938, et où ce personnage du tambour, de cet enfant, une sorte de presque de Candide, mais en moins Candide, de personnage qui traverse un monde à feu et à sang et qui finalement s'y trouve comme à la fois victime de la violence, sa mère meurt, d'autres personnages autour de lui meurent, mais aussi comme subversif.
notamment en jouant du tambour. Alors il y a un passage que j'ai beaucoup apprécié, c'est le moment où il sabote, sans vraiment le vouloir, des grands rassemblements nazis. Évidemment, c'est tout à fait délicieux à lire. La musique joue un rôle essentiel. Il y a un autre personnage important d'un trompettiste qui entre dans la SA et qui massacre ses chats, enfin une histoire terrible aussi, et qui en entrant dans la SA, dans la fanfare, perd ses talents musicaux. Et puis il y a donc notre Oscar, ce petit personnage de tambour, qui est le narrateur qui tantôt dit je, tantôt passe à la troisième personne, et qui nous raconte comment il fait pour, sans vraiment le vouloir, subvertir l'ordre établi. Le tambour était bien d'aplomb. Avec une aisance céleste, je fis jouer dans mes mains les baguettes, et avec de la tendresse dans les poignets, je battis sur ma tôle un savon, un joyeux rythme de valse, que j'enflai sans cesse, évoquant avec une croissante urgence Vienne et le Danube, jusqu'à ce qu'en haut le premier et le second tambour de lansquenet trouvent plaisir à ma valse, et qu'aussi les tambours plats de garçons plus âgés avec plus ou moins d'adresse adoptent mon prélude. Bien sûr, il y avait par-ci par-là des brutes sans aucune oreille qui continuaient à faire boum boum et boum boum, tandis que je prêchais le rythme à 3 temps qui est si aimé dans le peuple. Oscar était sur le point de désespérer. Soudain, un frisson parcourut les fanfares, et les fifres au haut Danube sifflèrent en bleu. Seul le chef de fanfare et aussi le chef de clique, eux, ne croyaient pas à la reine des valses et criaient leurs commandements importuns, mais je les avais dégommés. Maintenant, c'était ma musique, et le peuple me remercia. On se marrait devant la tribune. Il y en avait déjà quelques-uns qui reprenaient le beau Danube bleu. Et sur toute la place bleu, jusqu'à l'avenue Hindenburg bleu, et au parc Stephens bleu, mon rythme allait sautillant, renforcé par le microphone poussé à fond qui était au-dessus de moi. Et lorsqu'à travers mon nœud sauté, je regardais au dehors tout en continuant à tambouriner avec ardeur, je remarquai que le peuple prenait goût à ma valse, dansait d'un pied sur l'autre avec des fourmis dans les jambes. Déjà 9 couples et encore un 10e tournaient agglutinés par la reine des valses. Quant à Leupsac, qui avec chef de cercle et chef de bataillon, avec Forster, Greisser et Rauschning, avec une longue queue brune d'état-major, bouillait au milieu de la foule. Leupsac, devant qui le couloir d'accès à la tribune allait se refermer, chose curieuse, le tempo de valse ne lui plaisait pas. Il avait l'habitude d'être canalisé vers la tribune au son d'une marche rectiligne, et voici que ces voluptueuses harmonies lui ôtaient sa foi dans le peuple. Par le trou, je voyais ses souffrances. Un courant d'air passait par le trou. Je faillis y attraper une conjonctivite. Pourtant, j'eus pitié de lui et enchaîné par un charleston, Jimmy the Tiger. Je lançai ce rythme que le clown Bebra battait au cirque sur des bouteilles d'eau de seltz vides. Mais les gars devant la tribune ne pigeaient pas le charleston. Ce n'était plus la même génération, ils n'avaient naturellement pas la moindre idée du charleston et de Jimmy the Tiger. Ils tapaient au bon ami Bebra comme sur un sac de haricots. Il sonnait Sodome et Gomorre, les fifres pensèrent « Exa saute !» Alors le chef de fanfare vitupéra Dupont et Durand. Mais quand même, les gars de la fanfare et de la clique tambourinaient, fifraient et trompettaient le diable et son train. Jimmy était aux anges, lui au plus fort de ce mois d'août tigre, et les compatriotes et chers concitoyens qui se bousculaient par milliers devant la tribune comprirent enfin « C'est Jimmy the Tiger qui appelle le peuple au Charleston ». Voilà cette manière de dégommer la cérémonie nazie pour la rendre folle
est évidemment beaucoup plus sympathique qu'elle ne l'est au départ. Alors évidemment, notre personnage de tambour, qui a des pouvoirs un peu magiques, est capable de casser les vitres, va aussi vivre des choses assez terribles. Il se retrouve notamment pris dans la période de la nuit des longs couteaux, le marchand de jouets qui lui vend ses tambours, parce qu'il en achète souvent, parce qu'il joue tellement qu'il les casse, est un juif, et donc on a une description de la nuit de cristal, et puis sans doute on va entrer dans une nuit encore plus sombre, mais avec cette ironie, cet humour qui vient heureusement enrayer la machine bien huilée des nazis, et Dieu sait si c'était nécessaire de l'enrayer, même si ça n'a pas suffi. Mais continuons nos lectures. Le tambour de Günter Grass, si je ne me trompe pas, a été publié en 1900, je dirais 59, 1960. C'est exactement la même période que Nathalie Sarraute. Alors Nathalie Sarraute, j'ai commencé à peine, hein, j'ai lu une dizaine de pages, Le Planétarium, un livre qui, alors là, nous emmène dans un monde beaucoup plus intime, et notamment avec une sorte de jeu de point de vue qui ne cesse de se bousculer. On a le point de vue d'une vieille dame, la tante, et puis ensuite on a des ils, elles, dont on ne sait pas trop exactement qui ils sont, enfin un couple visiblement, elle, lui, et cette tante qui se plaint des ouvriers dans son appartement parce qu'il y a une porte qui est mal mise, voilà, la poignée de la porte qui ne la satisfait pas. Elle en fait toute une histoire, et tout ça est vu de manière un peu mosaïque, en plein de points de vue, ce petit détail qui sert de point de départ à cette histoire de planétarium. Et chez Nathalie Sarraute, presque rien devient presque tout. Alors peut-être un tout petit passage où justement elle se trouve dans son appartement. L'appartement est silencieux. Il n'y a personne. Ils sont partis. Leurs vestes et leurs casquettes ne sont plus sur la banquette de l'entrée. Mais ils n'ont pas fini. Il y a du désordre partout, de la sciure de bois par terre, la boîte à outils est ouverte, des outils sont épars sur le parquet. Ils n'ont pas eu le temps de finir. Pourtant les rideaux sont accrochés, ils pendent de chaque côté de la baie, et la petite porte est à sa place au fond de la salle à manger, posée sur ses gonds. Mais tout a un drôle d'air, étriqué, inanimé. C'est ce rideau vert sur ce mur beige. Il fait grossier. Une harmonie pauvre, facile, déjà vue partout, et la porte, il n'y a pas de doute, la porte ovale au milieu de ces baies carrées a un air faux, rapporté, tout l'ensemble est laid, commun de la Camelote, celle du faubourg Saint-Antoine ne serait pas pire. Mais il faut lutter contre cette impression de détresse, d'écroulement, elle doit se méfier d'elle-même, elle se connaît, c'est de l'énervement, la contrepartie de l'excitation de tout à l'heure, elle a souvent de ses hauts, et de ses bas, elle passe si facilement d'un extrême à l'autre. Il faut bien se concentrer, tout examiner calmement. Ce n'est peut-être rien. Elle voit des détails et ça va visiblement la perturber. Cette attention aux détails de ce qui entoure, de la vie quotidienne, voilà ce dont il est question au début, en tout cas du planétarium de Nathalie Sarraute. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce que finalement, voilà, j'en ai pas encore lu grand-chose, donc je vais bien sûr en reparler. Et puis, il me reste un dernier livre dont je vais aussi pas parler longtemps. Je continue, j'en ai déjà parlé, j'avais lu un tout petit peu, j'ai de nouveau lu un tout petit peu, j'avance là aussi très très lentement, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Alors Jean-Jacques Rousseau, lui, ce qui l'intéresse, c'est peut-être pas les poignées de porte et les détails de la vie quotidienne, mais c'est tout ce
qui se passe à l'intérieur de lui-même, notamment durant son enfance, et certains moments peut-être traumatiques ou au contraire révélateurs qui ont lieu et qui vont marquer le reste de sa vie. Il cherche en gros ce qui fait qu'il est qui il est. Alors dans ces récits d'enfance, il y a évidemment un passage dont on a pu dire qu'il était assez essentiel, c'est le moment de la fessée. Et je vais juste lire un tout petit bout qui nous montre bien qu'il y a là encore une ambiguïté chez Rousseau. Comme mademoiselle Lambercier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité. Elle la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants, c'est donc la fessée, quand nous l'avions méritée. Assez longtemps elle s'en tint à la menace, et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvai moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposé. Il fallait même toute la vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher de chercher le retour du même traitement en le méritant. Mais j'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver de rechef par la même main. Il est vrai que, comme il se mêlait sans doute à cela quelque instinct précoce du sexe, le même châtiment reçu de son frère ne m'eût point du tout paru plaisant. Mais de l'humeur dont il était, cette substitution n'était guère à craindre, et si je m'abstenais de mériter la correction, c'était uniquement de peur de fâcher mademoiselle Lambercier, car tel est en moi l'empire de la bienveillance, et même de celle que les sens ont fait naître, qu'elle leur donna toujours la loi dans mon cœur. Voilà cette ambiguïté du personnage de Rousseau qui cherche la douleur et qui, c'est souvent l'impression que j'ai de Rousseau, alors j'ai encore pas avancé dans ses confessions, j'y vais un peu à reculons, parce que Rousseau n'est pas l'auteur qui m'attire le plus, mais j'ai envie quand même d'entrer plus en avant dans son œuvre. Et donc là, voilà, on voit bien ce plaisir à souffrir, et c'est un peu ce qu'il va reprendre dans la suite de son œuvre, me semble-t-il, dans les confessions de Rousseau. Mais j'en reparlerai plus tard, je reparlerai de ces livres-là, en tout cas, la plupart d'entre eux, je vais les poursuivre, ceux que j'ai pas terminés, quoi. Et donc, la semaine prochaine, on retrouvera de toute évidence Paco Thielman, Jean-Jacques Rousseau, Nathalie Sarraute, et qui d'autre, Günter Grass, notamment, et puis peut-être un petit western en bande dessinée encore, bref. On va continuer à lire et à parler des livres de manière la plus libre et la plus judicieuse possible. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.